Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Débutons par cette photo qui crée un scandale aux États-Unis. Le New York Post a soulevé l'indignation en publiant la photo d'un homme poussé sur les rails du métro quelques heures avant qu'il ne soit écrasé et tué par le train qui arrivait. Les New-Yorkais décrivent un acte de non-assistance à personne en danger. La photo aurait pu rejoindre les archives de la police de New York sans faire de vagues. Le New York Post préfère l'exposer aux yeux des Américains. Le tabloïd tiré à 600 000 exemplaires en fait sa une avec un titre explicite. Condamné, cet homme est sur le point de mourir. On y voit la victime qui essaie de remonter sur le quai. Personne ne bouge. J'ai vu des gens courir, certaines personnes restaient figées. Il y avait plus de confusion qu'autre chose. La photo est signée d'un pigiste zélé du journal qui déclare avoir tenté d'alerter le chauffeur du train avec le flash de son appareil. Sauf que cela ne convainc personne et surtout pas les internautes. Sur les réseaux sociaux, on se déchaîne contre lui. Le photographe devrait être arrêté pour ne pas l'avoir aidé. Le New York Post narre l'affaire comme un film de série B en diffusant aussi ces images filmées par un téléphone portable. On y voit la victime, Kisoo Khan, 58 ans, à gauche de l'écran, avant que son agresseur ne le pousse sur le quai. L'affaire déclenche la colère des internautes. Certains appellent au boycott du journal. Quant au suspect, un SDF d'une trentaine d'années, il aurait avoué le crime et aurait des antécédents psychiatriques. Tous les ingrédients finalement d'un mauvais feuilleton américain. Poursuivons par ce drame en Philippines. Le typhon Bopha, le plus puissant de l'année dans le pays, a fait au moins 238 morts et 241 disparus dans l'extrême sud, balayés dans la nuit de mardi à mercredi par des vents violents et noyeux sur les tombes d'eau. Sud de l'archipel, noyé sous des trompes d'eau. Des heures durant, les vents balayeront les côtes des îles de Davao et de Mindanao, gonflant les cours d'eau. Avec des pointes à 200 km/h, rien ne résistera, ni les toits en tôle, ni les maisons, ni les arbres. On ne pensait pas que les vents prendraient autant de force. L'eau nous a envahis. On n'a pas pu imaginer l'ampleur que cela prendrait. C'est pour cela qu'on n'a pas pu évacuer les lieux. Ailleurs, ce sont des glissements de terrain qui ont emporté les habitations. Bopha est le typhon le plus puissant de l'année. Il laisse des milliers de sans-abri, des personnes qui manquent de tout, de tentes, de nourriture, de vêtements secs, mais aussi de housses mortuaires pour déplacer et enterrer les victimes. On parle de 115 morts, un bilan encore provisoire. L'inquiétude porte notamment sur Mindanao, une île d'ordinaire épargnée par les typhons, où plusieurs communes difficiles d'accès sont toujours coupées du monde, près de 24 heures après le passage de Bopha. Parlons de la crise syrienne. Les pays de l'OTAN ont accru hier la pression internationale sur le régime du président Bachar al-Assad en nous donnant leur feu vert au déploiement de missiles patriotes en Turquie le long de la frontière syrienne et en le mettant en garde contre un recours des armes chimiques. Le missile Patriot fabriqué aux États-Unis a été utilisé pour la première fois pour défendre l'Arabie Saoudite et Israël pendant la guerre du Golfe de 1991. Depuis, c'est devenu le choix de systèmes de défense aérien d'une dizaine de pays autour du monde, y compris les États-Unis et 5 autres États membres de l'OTAN. Et 3 de ces nations, les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas, vont maintenant déployer certaines de leurs batteries de missiles Patriot et potentiellement des centaines de soldats le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Au bord de la Turquie, nous affirmons que nous sommes déterminés à vous défendre et votre territoire. À quiconque voudrait attaquer la Turquie, nous disons que ce n'est même pas la peine d'y penser. Le secrétaire général de l'OTAN a mis en garde la Syrie suite aux allégations du gouvernement américain, selon lesquelles elle serait en train de se préparer à utiliser son arsenal chimique, ce que Damas a vivement nié. L'utilisation possible d'armes chimiques serait inacceptable pour la communauté internationale dans son ensemble. Et si quelqu'un a recours à ces armes terribles, je m'attends à une réaction immédiate de la part de la communauté internationale. Les autorités russes qui ont participé au sommet de 2 jours de l'OTAN à Bruxelles n'ont pas été enthousiasmées par le durcissement de la position de l'organisation internationale en Syrie et par le déploiement des missiles Patriot, potentiellement responsables d'une escalade dans le conflit. Les autorités russes qui ont participé au sommet de 2 jours de l'OTAN à Bruxelles n'ont pas été enthousiasmées par le durcissement de la position de l'organisation internationale en Syrie et par le déploiement des missiles Patriot,
potentiellement responsables d'une escalade dans le conflit. L'OTAN et la Russie vont continuer leurs discussions mercredi concernant la proposition de Washington d'un bouclier antimissile pour l'Europe à laquelle la Russie s'oppose. La réunion se concentrera aussi sur le financement des forces de sécurité en Afghanistan après 2014, date du retrait des troupes de l'OTAN en Afghanistan. Et sur ce sujet, la Russie et l'OTAN sont beaucoup plus proches, car la Russie est prête à maintenir la stabilité dans les pays de l'ancien bloc soviétique qui bordent l'Afghanistan, et l'OTAN ne veut pas que le gouvernement de Kaboul s'effondre après son départ dans 2 ans. Autre actualité, Jérôme Cahuzac est remonté comme une pendule. Le ministre du Budget est en colère contre Mediapart. Le site d'information a affirmé hier qu'il a détenu pendant de longues années un compte en Suisse non déclaré. Une accusation démentie par le ministre qui a affirmé qu'il ne disposait d'aucun compte en Suisse ou d'ailleurs en l'étranger. N'existe pas. Après celui publié sur Twitter hier soir, c'est un deuxième démenti catégorique de la part de Jérôme Cahuzac qui entend porter plainte pour diffamation. La difficulté que j'affronte, c'est que je dois prouver que quelque chose n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je vais en justice. Aujourd'hui, je dois prouver mon innocence. En justice, mes accusateurs devront prouver que leurs allégations sont fondées, ils auront du mal. Et les accusations viennent du site Mediapart. Selon le journal en ligne, le ministre délégué au budget aurait détenu un compte non déclaré en Suisse durant 20 ans, à l'époque où il était encore chirurgien esthétique. Un compte fermé au début de l'année 2010, quelque temps avant son élection à la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée. Mediapart s'appuie sur 2 témoignages, celui d'un ancien inspecteur du fisc et celui d'un autre interlocuteur de Jérôme Cahuzac dont l'identité n'est pas précisée, mais à qui le ministre se serait confié. Mediapart qui précise que depuis, le compte aurait été transféré à l'UBS de Singapour. Nous avons des preuves matérielles. Nous les sortirons le moment venu, au tribunal, peut-être avant, mais évidemment que dans un dossier comme celui-là, Mediapart ne peut pas se permettre de se tromper, et que si nous affirmons qu'il a détenu un compte à l'UBS, c'est parce que nous en avons les preuves. Le journal évoque également une note soulevant des doutes sur le financement de l'achat d'un appartement parisien. L'avocat de Jérôme Cahuzac dénonce, je cite, des colportages, d'élucubrations délirantes. Reparlons de la crise syrienne. Au moins 200 personnes ont péri hier en Syrie, dont une trentaine à Damas et dans sa périphérie. L'armée du régime a poursuivi ses opérations. 29 élèves et un professeur ont été tués et dont la chute d'un obus de mortier sur une école du camp Al-Wafidine. Je propose d'aller au cœur du conflit, à la frontière turque. Bienvenue en Syrie libre. Nous sommes au nord du pays, à la frontière turque. Une zone contrôlée par les rebelles. Une libération toute récente. Les stigmates de la guerre sont encore bien visibles. Il y a 4 mois, Azaz était au cœur du conflit. Mais aujourd'hui, la ville, stratégique pour l'accès à Alep, tente comme elle le peut d'aider les combattants en première ligne. Ces hommes récupèrent tout ce qu'ils peuvent sur ce char de l'armée de Bachar, tant bien que mal. Nous sommes en train de récupérer la tourelle de ce tank et nous allons la poser sur le camion. Nous allons apporter des modifications au canon pour pouvoir nous en servir comme arme. Avec l'aide de Dieu, ça ira. Tout cela, nous le faisons seuls. Personne ne nous aide. Nous ne recevons aucun soutien extérieur. Sur les 50 km qui séparent Azaz d'Alep, les checkpoints se succèdent. Ici, on monte la garde et on ne perd pas de vue l'objectif final. Lui, c'est le père de Bachar el-Assad. C'est lui qui a mis son fils au pouvoir pour tuer des gens innocents. Et nous vaincrons Bachar. Et si Dieu veut, nous libérerons bientôt Alep et nous libérerons bientôt toute la Syrie. Et si en ligne de mire ce n'est que le portrait d'Hafez, tous les rebelles rêvent d'en finir avec son fils Bachar et de tourner définitivement la page du clan Assad. Autre actualité, le satellite Pyongyang de la Corée du Nord continue de s'aimer le trouble en Asie en annonçant samedi le lancement d'une fusée emportant un satellite d'observation terrestre. La Corée du Nord a irrité la communauté internationale et en particulier la Corée du Sud.
De nouveau, nous exhortons la RPDC de prendre en compte les inquiétudes de la communauté internationale ainsi que les avertissements et de retirer ses plans de lancement d'une fusée. Nous exhortons la RPDC à respecter ses responsabilités internationales qui incluent le respect des résolutions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'agence de presse Yonhap indique que Lim Sung-nam, l'envoyé en chef sud-coréen dans les pourparlers à 6, est parti pour Washington en vue de discuter du lancement envisagé de la fusée par la RPDC. Il s'entretiendra avec le représentant spécial sur la politique de la RPDC au sein du département d'État américain, Gene Davis, ainsi qu'avec le conseiller spécial sur la non-prolifération nucléaire et le contrôle des armements, Robert Enron. Et selon l'agence de presse Kyodo, le gouvernement japonais actualisera et rendra les informations publiques si la RPDC lance sa fusée. Dans le même temps, le ministère japonais de la Défense a ordonné à sa force d'autodéfense de prendre toutes les mesures nécessaires. Celle-ci a commencé à déployer des missiles intercepteurs de type Patriot 3 ainsi que des contre-torpilleurs Aegis transportant des missiles intercepteurs SM-3. Le directeur général du Bureau des affaires océaniques et asiatiques au sein du ministère japonais des Affaires étrangères, Shizuke Sugiyama, s'est également rendu aux États-Unis pour discuter du lancement planifié de la fusée par la RPDC. Parlons à présent du sommet de Doha sur le changement climatique. Ban Ki-moon encourage les pays à parvenir à un accord. Le secrétaire général de l'ONU a enjoint les délégations des quelques 190 pays présents à Doha à faire preuve d'esprit de compromis. Le monde vit une crise climatique qui menace nos économies, notre sécurité et le bien-être de nos enfants, a-t-il ajouté à l'issue de ce sommet. L'optimisme produit des résultats. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déployé ses efforts pour rehausser le moral des troupes à Doha après que la première partie des négociations se soit achevée sans qu'aucun progrès n'ait été atteint. Il s'est voulu rassurant et a affirmé que les discussions aboutiraient à des résultats. Je vais m'attacher à maintenir une pression politique sur les États membres. Je ne dispose d'aucun moyen de pression physique sur vous, mais j'ai d'autres moyens, des moyens non négligeables, des moyens moraux. Lors de l'ouverture des négociations de haut niveau auxquelles assistaient des ministres venus du monde entier, il a déclaré que le protocole de Kyoto devait se poursuivre et qu'il fallait décider de son financement à long terme. J'appelle toutes les parties à travailler dans un esprit de compromis, à avoir une vue à long terme et à agir en conformité avec ces principes ici à Doha. Avec les quelques jours de discussion qui restent, les populations réclament que des actions urgentes soient engagées pour résoudre les questions de changement climatique, car, estime-t-elle, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous en sommes encore à la phase de prise de conscience, de la part des décideurs politiques comme de la part du public. Nous avons besoin d'agir et de nous adapter aux risques de notre temps. Nous ne nous sommes pas vraiment adaptés aux risques de notre temps en tant que société, et il faudra d'ailleurs que nous nous adaptions ainsi aux risques futurs. Dans ce même chapitre, l'Inde s'est toujours engagée à réduire ses émissions de gaz, une promesse qui n'est cependant pas concrétisée. Tard de n'importe quelle autre économie émergente, l'Inde peine à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Du point de vue indien, il s'agit de trouver un équilibre entre le besoin de maintenir une forte croissance afin d'arracher sa population à la pauvreté et le besoin de répondre aux défis du changement climatique. L'Inde s'est engagée à réduire ses émissions de 25% par rapport au niveau de l'année 2005 d'ici 2020, objectif loin d'avoir été atteint. Au cours de ces 5 dernières années, l'Inde a mis en service des bus et des véhicules à 3 roues fonctionnant à l'aide d'essence propre, ainsi que des réseaux ferroviaires, ce qui a rendu ces villes un peu plus propres, mais pas assez. Sur la table des discussions, l'Inde voudrait voir subsister l'ancien protocole de Kyoto, tandis que l'Union européenne voudrait le voir changer de fond en comble. Selon Sven Teske, un militant de longue date pour l'énergie au sein de Greenpeace International, l'Inde n'a d'autre choix que de développer des énergies renouvelables et de façon urgente. La croissance rapide crée une très forte demande d'électricité. Les sources d'énergie renouvelables, en particulier solaires et éoliennes, sont désormais en compétition entre elles en termes de coûts et d'expansion des énergies renouvelables. Ces sources-là produisent de l'énergie beaucoup plus rapidement que les centrales à charbon. Il ne faut, par exemple, que plusieurs mois pour construire une centrale éolienne, alors qu'il faut de 5 à 7 ans pour une centrale qui fonctionne au charbon. Malgré les défis à relever, un grand nombre d'entreprises et de particuliers ont misé sur l'environnement. Srinivasan est propriétaire d'une entreprise qui fonctionne à l'énergie solaire. Dans la capitale indienne, l'un de ses premiers projets a été mis en place dans cet hôpital, Holy Family.
C'est l'entreprise qui investit et facture ensuite à l'établissement l'électricité que lui ont fourni les panneaux solaires. Ce système d'électricité solaire thermique fournit 15 000 litres d'eau chaude par jour. Srinivasan travaille actuellement sur un autre système d'électricité solaire thermique destiné à réduire encore plus les fractures de l'hôpital grâce à des climatiseurs fonctionnant à l'énergie solaire. Selon lui, bien qu'il reste des défis à relever, les subventions gouvernementales ne sont pas la solution. Cette industrie ne sera prospère que grâce à sa lucidité et à la demande sur le marché. Si vous achetez un système de réchauffement solaire ou bien un système photon solaire, vous percevez des subventions de 30%. Voilà ce que dit le gouvernement. Mais en réalité, quand vient le moment de distribuer les subventions, ces dernières n'atteignent guère plus de 10 à 15%, ce qui signifie que vous devez acheter les 85% restants directement sur le marché. Le seul moyen donc de promouvoir ces sources d'énergie est de laisser les volumes augmenter. À ce moment-là, vous n'aurez plus du tout besoin de subventions. Allons à présent dans le Proche-Orient. La Palestine et plusieurs pays ont condamné l'annonce par Israël de la construction de 3000 nouveaux logements dans les colonies d'El Khorez et en Cisjordanie, estimant que ces décisions risquent de rendre la reprise des négociations de paix plus difficile. Dans cet élan, Paris et Londres ont convoqué lundi les ambassadeurs israéliens pour protester contre ce projet de l'État hébreu. On appelle la zone E1, un bout de terre de 12 km² coincé entre Jérusalem-Est d'un côté et Maale Adoumim de l'autre, une importante colonie juive de Cisjordanie. C'est donc ici que devraient être construits 3000 logements, comme l'a annoncé Benjamin Netanyahou. Construire des colonies ici est un vieux projet de l'État hébreu, il est gelé depuis 7 ans, après une forte pression des Nations Unies. Le projet de la zone E1 renaît donc aujourd'hui et s'il provoque un tollé diplomatique, c'est que ce lieu est stratégique. Il relie le nord de la Cisjordanie à sa partie sud. Si des colonies sont construites ici, cela ne ferait qu'accentuer les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Ce n'est pas juste une nouvelle colonie. En construisant ici, on va couper la Cisjordanie en deux. Jérusalem-Est deviendra inaccessible depuis la Cisjordanie. Par conséquent, il sera impossible de créer un État palestinien relié à Jérusalem. Il ne pourra pas y avoir de solution à deux États. Cette décision a été prise juste après l'obtention du statut d'observateur à l'ONU de la Palestine et elle agace des pays comme la France et la Grande-Bretagne qui ont convoqué leurs ambassadeurs israéliens respectifs. Côté israélien justement, on récuse les accusations de vengeance après le vote à l'ONU. Pour les colons qui vivent tout près de cette zone, la relance du projet E1 est juste la continuité de la colonisation. On attendait cette annonce depuis longtemps, mais pourquoi aurions-nous besoin de faire cela en réaction à quelque chose? Si nous croyons à notre capacité, à notre besoin d'agrandir l'État d'Israël, c'est de toute façon ce qu'on doit faire, sans se soucier de ce qui se passe ailleurs. À quelques semaines des législatives, ce projet divise la classe politique israélienne et les réactions d'indignation sur la scène internationale font enfler les débats. Pour la gauche, cette décision ne fera qu'isoler Israël. Dans les jours qui viennent, Benjamin Netanyahou devrait s'en expliquer. Allons cette fois dans la zone euro. Le chômage a poursuivi sa progression en Espagne au mois de novembre avec 4,91 millions de demandeurs d'emploi. Une annonce du ministère de l'Emploi alors que le pays est pris en tenaille entre l'objectif de réduction de son déficit et la récession de son économie. La quatrième économie de la zone euro a ainsi enregistré 74 296 chômeurs. Anna est une jeune Barcelonaise. Elle s'en serait bien passée, mais elle fait partie des 50% de jeunes Espagnols diplômés et sans emploi. Dans un pays au plus fort de la crise, Anna recherche un travail dans la communication. Mais malgré son bac+7, voilà plus d'1 an qu'elle ne trouve pas où exercer son métier. Dans tous les domaines, plus encore dans celui des sciences sociales comme le mien, il est vraiment très difficile de trouver du travail. Tous les postes sont déjà pris et l'accès au travail pour les jeunes diplômés devient presque impossible. Alors, pour rebondir, Anna a pris 2 décisions. Commencer de nouvelles études d'anthropologie, puis quitter son appartement en plein cœur de Barcelone afin de se réinstaller chez ses parents faute de moyens. Une situation loin d'être unique, car selon une étude datant de juillet dernier, l'âge moyen pour quitter le domicile familial en Espagne est de 29 ans, alors qu'en France par exemple, il n'est que de 24 ans. La différence avec notre génération, c'est qu'ils ne sont pas indépendants comme nous l'étions à notre époque.
Tant que ma fille n'a pas de travail, elle n'aura pas d'appartement et ne pourra pas avancer dans la vie. Des CV, Anna en envoie des dizaines toutes les semaines. Aujourd'hui, pour avoir un peu d'argent de poche, elle travaille en tant que stagiaire dans sa propre université. Et là-bas aussi, c'est le fatalisme qui l'emporte chez les étudiants. Non, je ne crois pas au futur ici. J'aimerais devenir professeur d'histoire, mais aujourd'hui et même dans plusieurs années, je ne pense pas que je trouverai de poste ici. Je connais plusieurs personnes qui sont parties aux États-Unis ou à Londres pour tenter leur chance et tous ont trouvé un travail qu'ils n'auraient jamais trouvé ici. Fuir à l'étranger pour trouver un travail, Anna, elle aussi, y a pensé car sa sœur, plus jeune qu'elle, est d'ores et déjà partie à Vancouver. Mais Anna, elle, préfère rester en Espagne en espérant que la situation s'améliore. Je n'ai pas peur de partir à l'étranger, mais je ne veux pas que ce soit une obligation. J'aimerais que cela reste une option. Il y a forcément des choses à trouver et à chercher ici. Nous ne devons pas tous partir, car si tous les jeunes quittent le pays, la situation ne ferait qu'empirer. Nous avons le devoir de changer les choses. Après l'argent, l'Espagne pourrait donc faire face à une nouvelle pénurie, celle des jeunes cerveaux qui immigrent pour travailler. 2 jeunes Espagnols sur 3 se disent prêts aujourd'hui à quitter leur pays natal pour des raisons professionnelles, l'un des taux les plus élevés d'Europe. Et pour clôturer cette édition, ce qui suit est surprenant. 350 000 foyers n'auraient pas assez Internet en France. Un handicap qui cause un gros préjudice à certains Français. Et si le net pouvait leur être offert en cette période de fête en guise de cadeau de Noël, dans tous les cas, ils espèrent toujours. Mettre les 3G là. Et puis on installe ça dehors. C'est une canne à pêche nouvelle génération que Jean-François Darmois vient de fabriquer et il compte bien pêcher le signal internet des antennes les plus proches. Ma clé 3G elle est au bout du mât de cette canne à pêche. Voilà, je m'oriente à peu près sur le château d'eau. Malgré ses efforts, le débit reste trop faible pour pouvoir communiquer avec sa famille du Sud-Ouest. Là j'arrive même pas à me connecter. Les petits-enfants, je voudrais bien pouvoir dialoguer avec eux. Il y a Skype, ce qui permet de converser par vidéo. Je peux pas, c'est pas possible. Un tiers de ce village rural, soit 150 foyers, sont privés d'Internet. Après 10 ans d'attente, les habitants sont en colère. Thierry Duval n'a jamais pu se connecter de chez lui. Toutes les factures aussi, maintenant, on voit des lettres. Payez votre facture sur Internet. Je ne demande que ça. Moi, je ne demande que ça. Je suis d'accord, mais je ne peux pas. À l'heure des devoirs, la famille Ferragu utilise les bonnes vieilles méthodes. Il va chercher le dictionnaire. Par rapport aux autres, les enfants se sentent pénalisés. Ma mère, elle a téléphoné à une cousine et puis on a été chez elle pour chercher sur Internet. Les profs, quelquefois, mettent les devoirs sur Internet, mais bon, nous, on n'a pas Internet, donc c'est vrai que c'est vraiment handicapant. Difficile de trouver des acquéreurs pour les maisons à vendre. Le maire s'inquiète. Toute cette zone-là ne capte pas. Vous avez des gens qui ont acheté à Nevoy qui sont repartis parce qu'ils se servaient de l'Internet pour travailler. Ils sont repartis, ils ont revendu leur maison. Pas de haut débit avant au mieux 2014. Alors les habitants se mobilisent, signent des pétitions et rêvent d'un beau cadeau de Noël. Comme quoi, certaines régions européennes accusent aussi un retard technologique. Et voilà qui met un thème à cette édition. Et merci de nous avoir suivis. C'est notre site Afrique Média. Vous pourrez en même temps consulter notre site internet www.afriquemedia.tv. À bientôt sur la télévision panafricaine.